J'ai vu que certains gagnaient des sous avec l'affiliation. J'utilisais les flux et ensuite j'ai vu qu'il y avait des API qui se mettaient en place. Moi j'avais juste besoin d'une liste de mots-clés. Ma page se générait grâce à l'API. Moi j'ai dû monter à 20 ou 30 000 euros par mois. Un Massban, du jour au lendemain, tu passes à 500 euros par jour à zéro. J'ai fait beaucoup d'essais, j'ai investi pas mal d'argent. J'en ai 180 000.com. Je peux les vendre 100, je peux les vendre 1000, je peux essayer de les vendre 10 000. Salut David. Salut. Un grand merci à toi. T'es quelqu'un de très très discret. J'ai la chance que tu vives maintenant à Nice et du coup, tout à l'heure, on va se retrouver avec d'autres personnes qui font du SEO pour parler un petit peu des SEO. Quand tu m'as parlé un petit peu de façon discrète de tout ce que tu faisais, je trouve ça incroyable parce que tu as trouvé une façon de monétiser le web. Tu es tout seul. Tu fais pas mal de choses. Ton activité principale, désolé pour ceux qui sont peut-être un peu débutants, moi, ça va être peut-être un petit peu de technique parce qu'on va parler de nom de domaine expiré où aujourd'hui, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es sur Twitter avec le pseudo Elliot le chat. Elliot le chat, ouais. Et t'avais, après tu vas te présenter, t'avais un service. Mais voilà, t'étais le numéro 1 des noms de domaine expirés. T'as été un des premiers à faire l'achat de ces noms de domaine. Et t'es le premier aujourd'hui en France à, normalement, enfin voilà, on peut pas le vérifier, mais en termes de volumétrie, puisque t'en avais quand même 180 000, je crois. En ce moment, c'est à peu près le nombre, ouais. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Et puis après, peut-être on va parler un petit peu des petites autre chose que tu as peut-être fait qui marche plus, mais c'est toujours intéressant et c'est pas forcément, effectivement, le web, c'est trouver un petit peu des astuces, ça marche un temps, ça peut marcher très bien un temps, exactement. Ça peut disparaître, mais c'est ce côté un petit peu spirit, pas filou, mais chercher des choses où ta mentalité, j'aime beaucoup, c'est que c'est essayer de trouver des trucs simples qui peuvent rapporter sans trop s'embêter. Exactement, en mode grosse feignasse. Ouais. Donc voilà, donc David Saint-Zenheim, j'ai 50 ans, je fais du web depuis toujours. J'ai commencé, j'ai mon père qui vendait des serveurs en Afrique dans les années 80, donc j'ai eu très tôt un ordinateur dans les mains. Le MO5 en premier, ensuite qu'est-ce qu'il y a eu 6128, Atari, 386, après l'Atari, et après 486, et toujours Pentium aujourd'hui. Hein. Ouais. Donc avant le web, donc j'étais sur les BBS, ça s'appelait. Ouais. On communiquait à 200 caractères par seconde dans un terminal. On pouvait déjà télécharger, uploader. On était en face d'un téléphone. On appelait au téléphone, on avait en face un modem qui nous répondait et on était capable de programmer, d'envoyer ses programmes, de récupérer celui des autres, de communiquer. Il y avait du chat, il y avait du Messenger, il n'y avait pas du mail, il y avait des petits programmes, des zips. C'était vraiment au début, quoi. Ouais, là c'était le début. Il y avait aussi un mode web en mode terminal qui s'appelait Gopher. Donc là, on pouvait déjà se loguer aux États-Unis. On avait des sites web en mode terminal, donc pas d'image. Premier achat, c'était, je me rappelle encore, un CD d'Eric Clapton, Unplugged. Donc ça date bien. Et après, c'est parti avec, pas Internet Explorer, c'était Netscape à l'époque. Et puis là, le web a un petit peu changé. Il y a plus de pixels aujourd'hui, mais finalement, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Ouais. Voilà, donc j'ai toujours baigné un peu là-dedans. Et puis déjà, petit, j'essayais de monétiser mes petits programmes que j'avais fait en Pascal. J'avais appris le Pascal à l'école, en seconde, en première, quelque chose comme ça. Et voilà, donc ça a démarré comme ça. Ah ouais, on parle souvent de dinosaures du web au niveau SEO, mais toi, t'es un vrai, quoi. Là, mais c'était bien avant le SEO, hein. Il n'y avait pas de mots-clés. On n'avait pas grand monde en face de soi. C'était un mode de communication. C'était un mode de communication qui démarrait, en fait. Et il y avait certains adeptes qui avaient chez eux de quoi recevoir les coups de fil de gens un peu partout en France. Donc là, on payait des notes de téléphone. C'était pas pareil. Hein. Ouais. L'illimité, il est arrivé au début du web comme on le connaît aujourd'hui, en fait, avec Free de mémoire. Ouais, les AOL, avec la connexion, avec la petite musique. Ah ouais, c'était le modem qui
Voilà, donc ça a démarré comme ça. Et donc moi, à la base, je suis ingénieur en mécanique, calcul de structure, dimensionnement, conception mécanique. Je me suis servi de mon diplôme pendant 4-5 ans. Ça m'a pas spécialement intéressé plus que ça. Du coup, j'ai eu un peu de temps chez moi. J'ai commencé à faire du web, à regarder un peu comment on pouvait gagner des sous avec le web. Il y avait eBay qui était fort au début. Donc, j'ai fait quelques ventes. Je vendais un petit peu tout et n'importe quoi. eBay, c'était déjà en mode affiliation ou c'était t'es allé sur la plateforme pour vendre? Je vendais. Ouais, je vendais des produits. Ouais, des produits. Je sais plus, à l'époque, un Palm 5X, j'avais pu l'acheter à 150, j'essayais de leur vendre le double, et je voyais que parfois ça marchait, donc je me suis dit, tiens, on peut faire de l'argent peut-être comme ça, faire un petit peu de commerce. J'ai commencé un petit peu à faire de l'e-commerce et à me mettre à mon compte, en fait. Et en parallèle, j'ai capté qu'il fallait faire venir les clients. Alors sur eBay, on n'avait pas besoin de les faire venir, mais en parallèle, j'ai appris à programmer en PHP, SQL. J'ai mis en place de quoi avoir un peu plus de visibilité pour mon e-commerce. Et je ne sais pas comment c'est arrivé, j'ai vu que certains gagnaient des sous avec l'affiliation. Ouais. Donc, je me suis branché pendant quelques semaines à pas trop dormir pour mettre en place un comparateur de prix qui prenait les flux pour les mettre en ligne et puis voir ce qui se passe. Ouais. On s'aperçoit qu'il y a des programmes qui payent, il y a des programmes qui payent pas, il y a des programmes sur lesquels il y a du monde, il y a des programmes où il y a personne. Donc, l'idée, c'était de faire de la quantité. De faire beaucoup de volume, ouais. De faire du volume de visiteurs pour faire quelques ventes et de ventes en plus de mon e-commerce, en fait. J'avais vraiment les deux activités en parallèle pendant 5 ans. Et ouais. Voilà. Et au niveau... Là, c'était déjà pour faire un petit peu d'affiliation avec eBay et tout ça, un petit peu? Parce que au début, c'était net affiliation, et les programmes standards français, les boutiques comme Cdiscount, Mr Good Deal. Amazon, j'ai jamais trop fait. Et puis, donc, au début, j'utilisais les flux. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait des API qui se mettaient en place. Donc là, c'était beaucoup plus sympa puisque les résultats de recherche étaient dynamiques. Moi, j'avais juste besoin d'une liste de mots-clés. Ma page se générait grâce à l'API. Et voilà, et c'est fini. En plus, à l'époque, on n'avait pas le Node Provided. Donc, pour les SEO, les jeunes SEO, peut-être qu'ils en ont juste entendu parler, mais c'était bien parce qu'en fait, on savait ce qu'avait tapé le visiteur avant d'arriver sur notre site. Donc moi, typiquement, je pouvais mettre les 3 premiers résultats, je pouvais mettre le titre de l'article qui correspondait au maximum à ce qu'avait tapé la personne. Donc là, le taux de conversion était 3-4 fois plus important que sur une liste qui n'était pas triée, en fait. Qui n'était pas triée, ouais, parce que tu mettais directement en avant ce que les gens recherchaient. Ouais, en gras, en gros, devant, en haut, comme on voulait. Et du coup, ça a participé au fait que ça fonctionnait bien. Après, dans les programmes d'affiliation qui fonctionnaient bien, c'était ceux où il n'y avait pas grand monde. J'avais bien capté. C'est-à-dire que je mettais le mot-clé, entre guillemets, du titre de l'article dans Google. S'il y avait 100 résultats ou s'il y en avait 2, c'était pas la même chose. C'est toujours utilisé aussi, là, le all-in title, justement. Le critère numéro 1 pour se positionner en SEO. En exact. All-in title en exact. On a directement, en fait, le nombre de sites qui vont relayer le flux. Voilà. Donc, on s'aperçoit qu'Amazon, on a 50 résultats, qu'un programme Net Affiliation, on a 200 résultats, qu'un programme un peu différent, moi j'en avais un qui fonctionnait bien, c'était ABE Books. À l'époque, c'était du livre d'occasion. Là, il y avait 2 résultats. Donc, c'est sûr que c'était plus facile de rentrer, plus facile de rester. Et le taux de conversion était incroyable. Avec un catalogue de 1 million, 2 millions d'articles, ça fait du volume de visiteurs qui vont chercher parfois des livres qui valent 1000 ou 2000 euros. Avec une commission de 15%, ça peut faire de l'argent. Ah oui, 15%. Ouais, il y avait beaucoup de com. Et ça, tu as fait ça pendant de longues années, ça va, ça a marché? Ça a marché, ça marchait pas trop mal pendant, 7-8 ans.
Donc ça, c'est un exemple où voilà, tu t'es branché sur un flux, ça générait un site en automatique, et c'était à l'époque où encore Google indexait assez facilement. À l'époque, c'était un seul site, en plus un seul domaine sur lequel je fonctionnais en sous-domaine pour mettre tout et n'importe quoi. J'avais des jeux flash, j'avais mon comparateur de prix, j'avais tout et n'importe quoi en fait sur le même nom de domaine. Il y a un site qui est donné en exemple qui fait un petit peu ça, beaucoup d'affiliations eBay, et qui a fait après dans tous les pays, qui est encore existant aujourd'hui. Il y a PicClick. PicClick, ouais, c'est ça. Ouais, c'était. Alors, tu t'es lancé avant lui ou après lui? Enfin, c'était ton concurrent. Je l'ai toujours vu. Ouais. Je l'ai toujours vu, donc il était là, puisqu'en fait, moi, après les flux dont on vient de parler, je suis parti sur de l'affiliation eBay, puisque là, on avait une API qui était très costaud. Ouais. Déjà, à l'époque, il n'y avait pas d'API net affiliation. Ils se sont mis après. Mais ouais, là, on pouvait attaquer eBay avec 100 requêtes par seconde, ça tenait en fait. Ouais. Et on n'était pas capé sur le nombre de requêtes. Il y a aussi, il y avait un Français, un Belge, qui a été longtemps là aussi, Van de Gans. Je sais pas si ça te parle. Non, ça me dit rien. Je sais plus ce que c'était. Il avait plusieurs sites, c'est pareil, un peu partout en Europe. Eux, ils ont fait beaucoup aussi avec ça. Quand tu dis beaucoup, c'est quoi? On parle en dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros? Moi, j'ai fait... Alors, lui, je sais pas, mais je pense qu'il a dû faire au moins 10 fois ce que je faisais. Et moi, j'ai dû monter à 20 ou 30 000 euros par mois. D'accord. C'est incroyable, déjà. Enfin, ouais, en affiliation. En affiliation. Parce que quand on regarde le chiffre d'affaires fait par eBay, il est incroyable. Ouais. C'était 3% de mémoire. 3 ou 3,5%, je sais plus. C'était l'ordre d'idée. Dans tous les pays, après dans les faits, c'était surtout Canada et États-Unis qui fonctionnaient avec un taux un earning par visiteur élevé. Ouais, donc ils faisaient On était à 5 fois la France. Je crois que c'était de mémoire 4 centimes pour la France par visiteur qui passe sur le site et 20 centimes pour les États-Unis à l'époque. C'est ouf. Ouais. Ça faisait du chiffre. eBay, au bout d'un moment, ça leur a plu moyennement. Ils m'ont banané une première fois. Ils m'ont banni sans me payer. Ah ouais? Ouais. Ou alors la première fois, ils m'ont banni en me payant, je sais plus. Enfin, après, j'ai essayé d'ouvrir des nouveaux comptes, mais c'était compliqué. Du coup, je passais par des gens qui avaient des comptes. On s'est, au bout d'un moment, fait bananer aussi, mais ça a duré des années. Ça a duré, je sais pas, 5-6 ans. Ouais. 5-6 ans, avec au départ un seul site, avec à la fin en permanence 300 ou 400 sites qui fonctionnaient. Incroyable. Sachant que de temps en temps, il y avait des bannissements de la part de Google. Au départ, c'était un de temps en temps. Après, c'est arrivé que c'était du mass ban, c'est-à-dire qu'il y a tout qui dégage. Et donc, quand tout dégage, après, on essaye de faire en sorte d'avoir un site qui n'a plus aucune footprint. Donc, c'est la chasse au footprint, surtout. Le CSS qui porte des noms complètement différents, qui est complètement différent, toutes les couleurs différentes, les fontes différentes, les noms, tout différent, alors que l'aspect... C'est la même chose. Alors que c'est la même chose, en cloquant, bien évidemment, parce que sinon... Donc, quelque chose de zéro footprint. C'est montrer à Google quelque chose qui est différent de ce que peut voir l'utilisateur. Voilà, parce que c'était devenu trop compliqué de montrer à l'utilisateur quelque chose de potable, entre guillemets, sans footprint. D'accord. Sans laisser de traces pour montrer « Ah, mais ce site-là, c'est le même que celui-là, donc on le retire. » D'accord. Donc c'est aussi la chasse, pas le même serveur, pas la même IP, pas les mêmes DNS, pas les mêmes registrars, pas les mêmes... c'est vrai qu'il y a tout ce travail... Tout. Oui, mais il y avait de l'argent. Oui, il y a de l'argent. Et puis ça énerve parce qu'un mass ban, du jour au lendemain, tu passes à 500 € par jour à zéro. Ouais. C'est ça, Donc, l'idée, c'était de splitter à chaque fois les essais pour voir sur quoi il allait me faire le mass ban. Ouais. Pour qu'à la fin, il n'y arrive plus. Et pour ceux qui veulent voir un peu à quoi ça ressemble, le type de site, effectivement, il y a PicClick qui est un bon exemple, qui a toujours été là. Fonctionne toujours. Ils n'ont jamais été ban, Non, il n'est pas ban, et aujourd'hui, je ne sais pas. Parce que le flux eBay, il est plus utilisé aujourd'hui. Il y a Vinted, il y a le Vinted. C'est Vinted et le J'ai vu qu'ils avaient ajouté Amazon. Ouais, ils avaient ajouté un petit peu. Depuis toujours. Ouais, depuis toujours. Mais c'est une légende ce site. C'est une légende. On n'a jamais. Ils ont eu des problèmes aussi avec eBay pendant un moment. Après, on les a laissés. Ce qui est marrant, qu'ils ont transformé le truc en mode startup. C'est du gros chiffre. Ouais. À mon avis, c'est
c'est peut-être plus d'1 million par mois. Hein. Ouais. Bah oui, Ils sont très fortement présents, le trafic de dingue. Bah oui. Et voilà. Ouais. Et après, ils ont créé des noms de domaine pour chaque pays, donc ils se sont développés en plus sur chaque pays. Toi, où tu avais un seul site, c'était quoi en France? Non, tu t'en foutais de la France? Non, la France, j'ai arrêté rapidement parce que ça faisait pas du plus, en fait. Ça faisait pas du plus Et puis, au bout d'un moment, je me faisais bannir quand même rapidement. Donc, je lançais des sites en sous-domaine tous les jours sur des expirés. Et je voulais qu'ils tiennent 15 jours, 20 jours. C'était bien. Mais ça m'allait. En fait, fallait qu'ils arrivent à décoller. 15 jours, puis, ouais, c'est ça. Et puis voilà. Après, chaque sous-domaine, c'était quoi? Leur idée, 100 000 pages, 200 000 pages que tu essaies moi, c'était fou, là. Non, j'avais fait plein d'essais. Il y en avait que je capais à 20 000, il y en avait que je capais pas. Et puis, au fil des essais, en fait, quand tu lances des trucs tous les jours, tu choisis le meilleur qui te rapporte le plus, quoi. Ouais. En l'occurrence, c'était pas de caper mes sites. C'était pas de les cloisonner à 10 000. Si je cloisonnais à 10 000 pages, ça montait jamais. D'accord. Et ça pouvait se faire mass ban potentiellement aussi facilement s'il y avait des millions de pages. Ça dépend. C'est là où tu as vu la puissance des noms de domaine, où tu voyais que c'était... T'en avais qui marchaient, t'en avais ce qui s'est passé, c'est qu'au début de cette aventure eBay, j'avais eu un chat avec Bernard Lopez. C'est un SEO espagnol qui est de Perpignan, je crois, à la base, et qui vit en Espagne depuis longtemps. Et lui, il utilisait des plugins WordPress pour eBay. C'est lui qui m'a branché sur eBay, de mémoire. On lui passe le bonjour d'ailleurs. On lui passe le bonjour. Je discute avec lui et les clients de quelques outils aussi. Et lui, donc, il faisait pas grand-chose. Il faisait pas grand-chose, mais pour moi, c'était prometteur. eBay payait... c'était de full automatique. Et donc, lui, il m'a dit, moi, je me suis aperçu qu'en prenant des anciens noms de domaine, ça marchait mieux. Je dis, ah bon, machin, c'est quoi les critères? Il me dit, je sais pas trop, mais... Et du coup, j'ai creusé le sujet fortement. En définitive, je m'étais aperçu que les domaines qui marchaient, c'était d'anciens domaines qui avaient eu du trafic, qui avaient des liens, qui avaient du PageRank. Et du coup, je me suis mis en chasse de ces domaines-là pour mes besoins. Mes besoins, c'était 3 domaines par jour, au max. Sauf que j'en avais potentiellement une quinzaine, une vingtaine, je pouvais en récupérer plus. Et du coup, je me suis mis à en vendre. Ok. Je me suis mis à en vendre et il y a eu pas mal de demandes. Bah oui. Il y avait 2-3 vendeurs dans le monde qui faisaient ça à l'époque, des domaines SEO expirés. Ouais. Parce 3 revendeurs. Oui, dans l'historique des domaineurs, c'était des domaines brandables que tu pouvais vendre, qui avaient une valeur par rapport à leur nom, souvent des .com. Et après, toi, y a eu un autre marché qui s'est ouvert grâce au SEO, c'est les domaines expirés. C'est un marché qui est complètement différent, qui est fait pour y mettre des sites qui n'étaient pas là avant, alors que les domaineurs, donc les domaineurs, c'est les gens qui achètent et revendent des domaines, eux, c'était plutôt, des brandables, c'est des choses pour créer une marque, des domaines jolis, des domaines qui potentiellement on va retenir. Et là, du coup, tu as appris le Snap, comment fonctionnaient les snaps et tout ça. Voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est que comme les domaines intéressent du monde, ils restent pas longtemps libres. Donc, il faut essayer de le récupérer au moment où son ancien propriétaire ne le renouvelle pas, le registraire va le rendre public. Il faut essayer de le prendre à ce moment-là. Ouais, à la seconde. Dans la milliseconde où il expire, il faut qu'il y ait un service. Ou soi-même, on peut essayer de récupérer le nom de domaine sans passer par un service, en cliquant vite ou par une API d'un registraire qui va enregistrer le nom de domaine automatiquement, ou en payant un service qui va le faire pour soi. Ok. Voilà. J'étais client chez toi, et je suis toujours client, j'ai toujours des crédits, de temps en temps on en prend. T'avais des prix aussi. Le plus gros snapper, c'était Snapname. Donc oui, les gens qui potentiellement pouvaient le prendre le plus rapidement, ils n'étaient pas nombreux. Parce qu'en fait, il faut mettre en place des centaines de registrars ou des dizaines au départ, je pense. Et il faut en avoir beaucoup pour être rapide et pouvoir récupérer le nom. Ok. Donc il y avait Snapname, Namejet, Pool qui n'existe plus, et Dropcatch qui est arrivé après. Il y a un nouveau chinois qui est apparu.
je n'ai pas le nom en tête, j'utilise pas, mais qui est pertinent. Ils se battent tous les jours pour récupérer pour leurs clients des noms. Et moi, le fait d'avoir un bon volume d'achats, au bout d'un moment, j'ai été contacté par un de ceux-là pour avoir un prix défiant toute concurrence. D'accord. Voilà. Ça, c'est quelque chose que tu as toujours, oui, que les gens peuvent te contacter. Alors, je ne fais plus le service que tu utilises depuis longtemps. Ok. Dans les faits, la demande s'est effondrée par la mise en place de Dropcatch, qui est rapide et peu cher. D'accord. Voilà. Donc, moi, j'ai arrêté d'en vendre. J'en ai vendu pour, 300, 400 000 euros, j'en sais rien. Mais j'ai arrêté le service au bout d'un moment, puisque il y avait la demande. Ça s'est arrêté assez rapidement, en l'espace de quelques mois, je pense. Le nombre de noms de domaine que tu as eu à la plus grosse période, c'était combien? C'est en ce moment, j'en ai 180 000.com. C'est incroyable. Uniquement du .com. Wow, je galère avec quelques dizaines de milliers à sélectionner. Les prix qui augmentent, les registraires chaque année. Oui, ça c'est pénible. C'est pénible dans ma rentabilité. Quand t'en as autant. Ouais. Non, alors par contre, moi je les garde pas. D'accord, ouais. Je les garde pas, donc je ne paye pas de renouvellement. Je considère que en fait, je les achète pour les revendre aujourd'hui. Ouais. Et je considère que s'il n'a pas été vendu au bout d'un an, ça va me coûter plus cher de le garder que de le jeter. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'à un nom de domaine, tu le gardes pas plus d'un an. Non. Si tu n'arrives pas à le vendre en un an, c'est que c'est mort. Ok. Et si je pouvais ne le garder 6 mois et le payer moitié prix, ça m'irait aussi. Comment ça? Enfin, un nom de domaine, tu l'achètes pour un an? Oui. Mais si je pouvais ne payer moitié prix et ne le garder que 6 mois, je préférerais grandement. Non, je croyais que tu allais sortir une astuce. Il y a la possibilité d'acheter un nom de domaine par mois. Non, par contre, il y a des gens qui peuvent rechercher les domaines qui ne sont pas encore tout à fait expirés, mais qui vont expirer dans 1 ou 2 mois. Et ouais, il y a des gens qui recherchent les pré-releases, c'est ça? Comment? C'est ce qu'on appelle les pré-releases? Non. Alors, les pré-releases, c'est un registrar qui va permettre à ses clients de récupérer le nom de domaine vers la fin de sa vie quand il ne va pas être renouvelé par son propriétaire. Avant qu'ils ne vont pas le laisser expirer, en fait. D'accord, ouais. Je pense que c'est les meilleurs noms de domaine, puisqu'en fait, ils n'ont pas passé par la case expirée. Ça veut dire que le client n'a pas payé. Oui. Il y a ce délai, je crois, de 2 mois pour le .com avant qu'il passe dans le domaine public. 40 jours ou 45 jours, je crois. Ouais. Et là, ça passe avant qu'il expire. Donc, c'est-à-dire que tu peux récupérer un nom de domaine sans qu'il soit marqué expiré. Donc, sans que dans le WIS, en fait, c'est ce qui montre un peu les dates d'achat et de changement de DNS, ce genre de truc. On peut un domaine qui est en pré-release qu'on rachète, la date va pas se décaler, et elle va pas être renouvelée. Donc après, je sais pas si ça joue vraiment sur quoi que ce soit au niveau SEO. J'ai pas d'expérience, mais j'ai toujours où est-ce qu'on les trouve ces pré-releases en fait? Tous les gros registrars pratiquement font ça, sauf OVH peut-être. D'accord. C'est-à-dire que si tu vas sur un registrar, il y a une page où ils mettent. Oui. Ok. Tous les GoDaddy, c'est le plus gros vendeur de pré-release. Ils ont 50 millions de .com ou je sais pas 70 millions de .com et eux tout passe en pré-release. Tous les domaines qui vont expirer, ils vont les mettre dans un premier temps aux enchères. Ouais. Et dans un deuxième temps, c'est en achat immédiat. Mais c'est dans un deuxième temps. Donc c'est tous les noms de domaines qui sont pas partis aux enchères qu'on va retrouver en... Je me rappelle plus du nom. D'accord, ok. Ça, tu t'en sers pas du coup? Non. Très peu. Ouais. Non, j'achète pas parce que c'est trop cher. Ouais. Le registrar est trop cher. De mémoire, c'est l'ordre de $17, alors qu'un .com, on doit pouvoir l'avoir à $10. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc c'est à 17 et il faut rajouter le prix de la pré-release. Et ouais. Après, il y en a qui se battent là-dessus. Ouais. Il y a beaucoup de domaineurs, c'est-à-dire les gens qui vont acheter des brandables pour les revendre, qui se battent un peu là-dessus. Ouais. Et aux enchères avant. Le problème, c'est que l'enchère, elle est visible, bien évidemment. Donc, en fait, s'il y en a un qui met une première enchère, ça attire l'œil de tous les autres. Ouais. Et même si on essaie de la mettre au dernier moment, il y a des robots qui peuvent surenchérir. Ouais, on s'est toujours douté qu'il y avait des trucs bizarres, des fois, quand on chérit sur les plateformes. Des trucs anormaux. Ouais. J'avais une expérience, tu sais, site.xyz, où je te disais, toi tu me disais, XYZ, ce que je recherche les clients, c'est quand même le .com, etc.
mais j'ai eu quand même je l'ai vendu 8 000 €. Ouais. Voilà, c'est ça, ouais. Et tout est possible. Ouais. C'est vraiment une question d'offre et de demande. Ouais. Moi, au niveau de mes prix, je peux les vendre 100, je peux les vendre 1000, je peux essayer de les vendre 10 000, quel qu'il soit, en fait. C'est quoi ton record de vente d'un nom de domaine? Le plus haut, ouais. je sais même plus, 20 000, 30 000, 20 000. Ouais, je sais plus. Mais je vends pas à ces prix-là. Ouais. Aujourd'hui, j'essaye pas, en fait. Ouais. En fait, c'est très difficile de savoir à quel prix on peut vendre. On peut potentiellement vendre un nom de domaine, c'est des questions statistiques. Ouais. Et le problème, c'est que si je mets tous mes noms de domaine à 100 000, ça va me coûter beaucoup, beaucoup d'argent avant de savoir s'il vaut mieux que je les vende 1000 plutôt que 100 000. Si j'en mets la moitié à 1000 et l'autre moitié à 100 000, il va falloir que j'en vende peut-être 300 ou 400 à 1000 pour savoir si ça vaut plus le coup de mettre tout à 100 000 ou tout à 1000 en fait. Après, tu Donc l'as fait un peu peut être rapidement des millions d'euros d'investissement. C'est ça, ouais. Et ça, tu l'as fait au fil des années, au feeling un peu, l'adaptation des prix? Je le fais toujours. Toujours? J'ai encore changé ce matin. D'accord. J'ai changé ce matin parce que je considère que ma rentabilité elle est plus faible. Donc j'essaye de changer de modèle. Ouais. C'est pour ça qu'on voit des noms de domaine à tous les prix. Ouais. Après, il y a un facteur hasard aussi. Il fait que la personne. Il y a un facteur hasard, mais on s'affranchit du hasard par le nombre. Ouais. Quand tu fais des ventes tous les jours, tu peux t'apercevoir de certaines choses. Moi, j'avais fait un essai de vendre à 10 000 et c'était beaucoup, beaucoup moins rentable de vendre à 10 000 qu'à 3 000. Et aujourd'hui, le changement que j'ai fait ce matin, c'est que ces derniers mois, je pense avoir une meilleure rentabilité à 1000 qu'à 3000. Et ce n'était pas le cas il y a 2-3 ans. Mais comme mes filtres ont été modifiés, qu'il y a aussi des guerres ces dernières semaines qui fichent un peu le bazar, ça peut influer sur le marché. C'est incroyable. C'est un monde qui m'épate. Non, en fait, le problème, c'est que je peux pas décider ce domaine-là, je le vends tant, ce domaine-là, je le vends tant, en fait. Ouais. Parce que ça sera beaucoup plus compliqué de tester. Statistiquement, c'est compliqué, en fait. Tu m'avais parlé, alors je sais pas si tu peux en parler ici, mais que tu mettais également des pages parking. Alors je sais plus trop si ça marche. En fait, j'ai essayé tout ce qui est passé devant mes yeux en termes de monétisation quand on a beaucoup de noms de domaine. Et notamment le parking. Le parking, c'est mettre une page de lien sponsorisé sur lequel on est payé au clic de par les visiteurs qui vont passer sur la page et cliquer. Donc le flux était géré par Google, principalement à 99%. Donc on peut en parler parce que c'est du passé. Le flux Google de publicité est complètement anéanti, il n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Ok. J'ai monétisé et acheté des noms de domaine pour les mettre en parking. D'accord, que pour ça. Ouais. Donc ça passait par le fait de rechercher des noms de domaine qui potentiellement pouvaient avoir du trafic et qui soient rentables au bout d'un an. Voilà, donc il fallait qu'ils fassent au moins, à l'époque, je sais pas, 8 ou 9 euros par an pour être rentable. Et moi, je les sélectionnais tous les jours, j'en achetais tous les jours, je les mettais en ligne tous les jours. Ouais, on avait fait un test ensemble où tu m'avais demandé tous les noms de domaine .fr, mais FR, le marché est trop petit en fait, et nous on avait que de la data et FR. C'est pas, en fait, ce qui s'est produit, c'est que il y a beaucoup de faux positifs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de noms de domaine qui, même s'ils ont du trafic, ça va être du trafic à même pas 1 centime. Ouais. Alors qu'il y a certains domaines, le trafic, on est sur du CPM, pour ceux qui voient ce que c'est, à $200-300. Hein. Ah oui. Ouais. Mais c'est fait des grosses différences. Après, j'ai un peu remanié la manière de faire du parking. Je peux l'expliquer aujourd'hui. Normalement, le parking, on fait pointer les domaines sur un serveur qui envoie un flux de publicité. Ouais. Le problème, c'est que tout le trafic de Google, en provenance de Google, si on fait ça, il va s'estomper, voire il va rester à 0, il va pas repartir, même si c'était un domaine qui avait du trafic Google avant, puisqu'il n'y a plus de site. Et oui. Il n'y a plus de contenu.
S'il n'y a plus de contenu, et si on veut récupérer le trafic d'un site, normalement, il faut le remettre en ligne. Il faut le remettre en ligne avec l'ancien contenu, voilà. Et là, il commence à se repositionner. Donc, ce que je me suis dit, ce que je vais faire, je vais remettre en ligne le contenu, et puis, une fois qu'il est indexé, je vais refaire pointer vers les pages parking pour voir si... ça reprend. Ça reprend. Alors oui, ça reprend, mais ça reprend pas longtemps. Ça redescend. Ça redescend tout de suite. Ben oui, très rapidement. Sachant que Google... Donc on a pu gagner 50 centimes, mais 8 jours plus tard, il n'y a plus rien. Ouais. Donc ce que j'ai fait, j'ai cloqué Google au niveau des DNS. Attends. Parce que le clocking, normalement, c'est un script PHP. C'est un script niveau serveur qui change au niveau du serveur l'affichage de la page. Ouais. Bah là, c'était au niveau serveur, sauf que les DNS, c'était les miennes. On pouvait mettre une IP. Ah, d'accord. Donc, pour Google, je montrais l'ancien site que j'avais remonté avec Webpack Machine. Donc, Google pensait toujours qu'il y avait le vrai site. Voilà, et Google les visiteurs avaient la pub. Et les visiteurs avaient la pub. Et ça a fonctionné jusqu'à il y a 2 mois. Pendant au moins 10 ans. Waouh! Donc, ouais. Ça, c'est une belle technique. Ouais, bon, ouais. Et alors, ça n'a mais... été copié par personne. Personne n'a capté ce truc-là. Mais j'arrive pas à comprendre. C'est un enregistreur spécial qui faisait ça? Non. Non? N'importe. On peut... moi, j'avais mon serveur DNS. T'avais ton serveur DNS? Oui, en plus, j'utilisais le nom de domaine comme serveur DNS. C'est-à-dire que si mon domaine, c'était exemple.com, les DNS du domaine où il y avait le site, je les appelais ns1.exemple.com, ns2.exemple.com. Donc, même si Google captait le truc, ils n'avaient pas la possibilité de remonter, en fait. Ok. Ils pouvaient ban le site, mais les autres DNS... Ouais. Toutes les DNS étaient différentes. Tous les DNS d'un site à l'autre. Oui. Et c'était sur mon serveur que je faisais venir les DNS. Et parce que du coup, moi, quand tu m'avais parlé de ça, bon, un peu curieux, je m'étais renseigné, mais j'étais persuadé qu'il fallait mettre les DNS du fournisseur qui proposait les pubs. Non, il propose la possibilité de pointer avec un champ de type record, un record A. Type A. Voilà. Ok. Un champ type A. Bravo. Et voilà, donc ça a bien fonctionné très très longtemps pendant 10 ans. 10-15 ans. Et pourquoi ça marche plus là depuis 2 mois alors? Alors ça marche plus parce que Google depuis peut-être 4-5 mois, je sais plus. En fait, la publicité en parking était opt-in pour les nouveaux sites. C'est-à-dire que les personnes qui annonçaient les nouvelles campagnes pub, par défaut, annonçaient sur ces régies, sur ces pages-là. Ouais. Et aujourd'hui, ils ont inversé le truc. Ils l'ont rendu possible, mais il fallait survalider. Et ça a tout changé. Et personne veut veut payer de la pub sur des... Et personne veut payer de la pub sur ces trucs. Sauf que moi, à la base, j'avais vu les pages parking, j'en ai vu arriver sur mon e-commerce dont on a parlé au tout début. Ça m'a énervé un peu. Sauf que dans les faits, c'était rentable pour l'e-commerce. Ouais. Donc, c'était peut-être un mauvais calcul. Ouais. Il n'y a pas si longtemps même, quand tu vas sur les sites de médias, tu sais, il y a les publicités Taboola, Outbrain, Taboola, etc. Où souvent, achetez vos panneaux solaires, etc. Et quand tu cliquais, tu étais redirigé vers un nom de domaine de page parking, quoi. Oui, parce qu'en fait, ces régies-là, pour ceux qui savent faire, sûrement, permettent de faire de l'arbitrage. Ouais. C'était défendu. J'avais demandé, moi, à l'époque, on m'avait répondu que non. Ils ne voulaient pas d'arbitrage. Après, il y en a qui passaient outre, parce qu'ils ont été payés, est-ce que ça a marché, j'en sais rien. Mais oui, j'en ai vu aussi, acheter du trafic pour envoyer sur des pages parking. D'accord. Après, acheter de la pub pour en revendre, faut regarder de près les choses. Oui, c'est ça. C'est déjà du high level au niveau d'arbitrage. Après, c'est sûr que photovoltaïque et compagnie, on peut être sur du clic à 2-3 euros. Donc, et du Taboola, peut-être, c'est 10 fois moins, j'en sais rien. Donc du coup, c'est mort. C'est pas que la technique est morte. Non, c'est Google, la monétisation est morte. La technique fonctionne toujours. Mais cette technique de clocking, il faut voir si la ça peut technique pas de servir pour clocking, autre chose. les domaines, on les choisit avec un outil comme le tien ou SEMrush.
Je mets en pause 10 secondes. L'outil dont on parle, c'est Alloscan. Et si vous voulez développer la visibilité de votre site, son trafic ou son chiffre d'affaires, c'est probablement l'outil qu'il vous faut. Alloscan possède la plus grosse base de données SEO sur le marché francophone et les utilisateurs constatent en moyenne 2 fois plus de mots-clés positionnés par rapport à des outils concurrents et également des données qui sont rafraîchies bien plus fréquemment. Mais surtout, un détail qui change tout, c'est qu'Alloscan affiche toujours le top 100 des résultats de recherche, ce qui permet finalement d'avoir plus de données pour comprendre ce qui se passe. Concrètement, si vous analysez votre site ou ceux de vos concurrents, vous voyez exactement quels sont les mots-clés qui sont positionnés et sur quelle page. Avec ça, vous découvrez toutes les opportunités stratégiques de mots-clés, de création de contenu, et vous pouvez donc suivre l'évolution de votre SEO dans le temps avec par exemple le suivi de position. Le plus beau, c'est que vous pouvez commencer gratuitement dès aujourd'hui puisque Alloscan a toujours eu un pack qui est gratuit. Testez votre site ou celui de votre concurrent et je pense que vous allez tout comprendre. Le lien est en description et on retourne à la vidéo. Regardez s'il y a du trafic avant, remettre Webback Machine existe toujours. Là, toute la chaîne existe toujours sauf la monétisation. Ouais. Et il n'y a pas de plan B. Ouais. Il n'y a pas de plan B. Google, le fait de devoir annoncer dans tous les pays, dans tous les secteurs d'activité. Ouais, c'est Google. Ouais. Que Google. Et Bing, t'as quand même pas essayé? En fait, j'ai pas le choix. C'est la régie de parking qui gère ça. Oui, c'est ça. Ouais. Il y en a qui ont essayé de mettre eux-mêmes, faire leur page parking à eux. Mais on n'a jamais vu trop ça doit pas fonctionner. Ou alors peut-être dans le porno ou des trucs bien différents en fait. Ouais. Incroyable, franchement. J'ai jamais entendu. Et ça n'a pas été copié. Ouais. Alors que je pouvais m'attendre à ce que ça le soit. Ça m'est arrivé 2-3 fois sur quelques milliers de noms de domaine qu'il y avait d'anciens propriétaires qui disaient que j'avais repris leur contenu en fait avec Webback Machine. Ouais. Oui, c'est qui voulaient le voir disparaître. Donc je n'avais pas trop de problèmes, je le retirais ou. Oui, c'est je répondais pas. Enfin, c'est arrivé très rarement. C'était finalement, on peut se servir assez facilement de Webback Machine sans. Après, moi, c'était caché aussi. Ouais. C'est-à-dire que quand on cliquait, on n'arrivait pas sur leur site. On arrivait. Oui, c'était la page de parking. Sur la page de parking. C'est juste que tu étais toujours référencé dans les moteurs de recherche. Sur Google, donc le gars, il voit ça. Ouais. Et puis, c'est qu'il n'y a même pas de truc pour te contacter. Il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien. Ouais. Peut-être les Ah, si, peut-être qu'eux, ils avaient quelque chose. Mais j'ai jamais rien vu de remontée de la plateforme. Ouais. Ou alors, ils répondaient aux mecs. J'en sais rien, mais je pense pas. Je pense qu'il y avait rien, en fait. Ça gêne très peu. Ouais. Ça gêne très peu d'apparaître dans des résultats de recherche et de montrer quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Incroyable. Parce que remonter des sites avec Webback en laissant le contenu en ligne, ça c'est différent déjà. Ça craint déjà beaucoup plus. Ça peut être répréhensible. Oui, c'est déjà le contenu a des droits d'auteur. Il y a des droits et puis tu tombes sur un casse-couille. Oui, t'as pas le droit. Il peut te tomber dessus, en fait. Il y a beaucoup d'SEO qui le font, mais je sais pas, peut-être qu'il y en a qui disent qu'ils sont... Enfin, s'ils le font, c'est qu'ils sont plutôt rarement embêtés. Hein. Ouais. Je sais pas. Oui, mais il suffit... Voilà, si tu tombes une fois sur quelqu'un qui te fait un constat d'huissier, etc., et c'est mort, quoi. Donc... Oui, parce qu'il y a les images, on remonte pas mal de choses. Hein. Franchement, c'est beau. Hein. Encore une façon de monétiser des noms de domaine. Ouais, donc les monétisations que j'ai pu faire, c'est des expirés, c'est de l'achat-revente, que je fais toujours. Il y en a une aussi, elle est de incroyable. La parking, de l'affiliation. Attends, on en oublie une là. Quand je l'ai appris, ça là. Ah ouais, le truc. Ouais, après, c'est du parking. C'est-à-dire qu'en fait, on a parlé du parking où on va montrer l'ancienne page web. Et une autre manière de faire du parking, c'est de monétiser. Parce qu'il y a des sociétés qui gèrent en fait l'envoi des emails. En fait. Et elles ont besoin, pour bien fonctionner, d'identifier tout ce qui est spam. Et donc, j'ai vu arriver, j'ai branché mes noms de domaine que j'avais en stock sur une société de parking qui me permet de monétiser les emails que reçoivent les noms de domaine. C'est incroyable, ça. Mais donc, dans quel monde, tu vois, t'es la seule personne. Tous les noms de domaine
étoile@exemple.com. Je pointe le nom de domaine sur le parking de monétisation des spams et je vois remonter, eux monétisent l'arrivée des spams, en fait. L'arrivée des emails, tout ce qui arrive. Ah non, mais c'est incroyable ça. Et ça, je sais pas si tu peux le dire, mais au plus haut, c'est quoi ça? Ça rapporte combien des choses? Alors, comme le ça parking dont on a parlé avant, je pense qu'au plus haut, je dois être monté à 7-8 000 euros par mois. Et les domaines... Qui est bonus, en fait, sur déjà ton Comment activité. C'est quelque chose de bonus par rapport à ton activité déjà de nom de domaine. En fait, c'est un travail quotidien de remise en ligne de quelques sites, de sélection de noms de domaine, mais ça vient s'ajouter. Et puis, on s'aperçoit au bout de quelques années, des fois ça baisse, des fois ça réaugmente. Mais oui, après, c'est des trucs qui tournent tout seuls. Ouais. Quand il faut juste s'assurer que le serveur est en ligne, et voilà, avec tout le contenu, Ouais. webback. Et donc, pour les spams, c'est environ 3 fois ça. 3 ou 4 fois ça. Ah oui. Au maximum. Ouais. C'est incroyable. Le souci qu'il y a eu, c'est encore incroyable. un souci de monétisation, puisque il y avait 2 sociétés qui permettaient de faire ça. L'une a racheté l'autre. Et derrière, ils ont, du jour au lendemain, divisé mes revenus par 3, et puis encore par 3. Donc aujourd'hui, ça rapporte un petit SMIC. Ouais. Un petit SMIC avec peut-être, je sais pas, 200 noms de domaine. Ah oui, c'est peu. Ouais. Ben, j'ai retiré ceux qui n'étaient pas rentables. J'en avais peut-être, je sais pas, peut-être 2000. Du coup, ces 200, c'est ceux que tu as identifiés qui marchaient bien pour je le vois tous les jours. C'est-à-dire que je peux aller regarder mes statistiques et je vois tel nom de domaine, il a rapporté $3 depuis le début du mois. C'est incroyable. Il n'a rien rapporté. Dans ce cas-là, il ne faut pas que je le renouvelle. Ouais. J'ai fait beaucoup d'essais. J'ai investi pas mal d'argent pour trouver les meilleurs. On avait fait un essai ensemble. Je filais 2 ou 3 noms de domaine pour voir ça prenait. C'est très compliqué. C'est des domaines très particuliers. Ouais. C'est ouf. C'est incroyable. Ouais. On a essayé aussi de forcer un peu le truc. C'est-à-dire que générer du spam sur les noms de domaine pour voir ce que ça donne. Ouais. Avec ton copain Laurent. Ouais, Laurent, ouais. Ça, on n'a pas parlé. Laurent, donc, pour ceux qui veulent aller voir, on avait fait un podcast. On avait surtout parlé d'automatisation. Mais voilà, c'est quelqu'un qui touche un petit peu à tout, etc. Et il avait automatisé du spam. Du spam, ça veut dire qu'il s'envoie des propres mails de spam. Moi, j'avais identifié ce qui rapportait. Et ce qui était facile à, entre guillemets, à créer. Ouais. Comme email. Avec ses capacités d'automatisation. Et lui, par ses capacités, il s'est bien emmerdé. Ok. C'était pas évident non plus de son côté. Non, mais c'est beau. C'est incroyable de voir que dans le business web, il y a plein de Mais ça n'a pas duré longtemps. Ouais, c'est hélas pour Laurent. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps parce que pour le coup, là, c'est la régie qui s'est aperçue qu'il y avait des choses étranges. Moi, j'ai dit que j'étais pas au courant. Ouais. Mais bon, je savais bien d'où ça venait quand même. Ouais. Ah bon? Bon, bah. Toi, ça fait combien d'années que tu fais ça? Quand tu dis ça pas longtemps? 10 ans. Ça fait 10 ans, oui. Ouais. Ça marche toujours. Oui, ça marche toujours. Mais peu à cause de la non-concurrence. C'est un réel problème dans nos business. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Le fait que des concurrents rachètent des concurrents. Derrière, le marché, il y a des monopoles. Là, aujourd'hui, moi, pour la revente, j'utilise uniquement Afternic, qui est GoDaddy. Ouais. C'est pareil, ils se sont créés un monopole en rachetant des boîtes. Ils ont racheté une dizaine de boîtes, en fait, pour se créer des monopoles. Et ils font la pluie et le beau temps. Ils arrivent, par leur rachat, à vraiment faire en sorte qu'on ne puisse pas se passer d'eux, en fait. C'est un vrai problème. Ils ne se font pas épingler parce que ça reste des marchés de niche, mais c'est totalement... on n'a pas le droit de faire ça. Ouais, c'est le problème du monopole, Problème du monopole. Et puis c'est un marché de niche, mais il y a tellement... Enfin, c'est des... Incroyable, tu vois. Mais c'est ça qui m'est épaté chez toi, c'est que c'était vraiment des marchés de niche. Pourtant, j'ai quand même un petit peu de l'expérience dans le web, dans les machins, mais j'en avais jamais entendu parler, tu vois. Et puis des noms de domaine, voilà, on utilise tous les jours. Mais t'as tout fait tout seul? Les développements et tout ça? Ouais. De tout ce qu'on a parlé, ouais. Je me suis rarement associé. Ouais. L'une des seules fois où j'ai pu m'associer, c'est pour
faire de l'arbitrage. Donc acheter de la publicité pour vendre de la publicité. C'est tout. C'est fou. Parce que l'achat de pub, il y a un savoir-faire. Voilà, c'est différent. J'avais pas envie spécialement de l'acquérir. Et comment tu vois le futur? Là, avec l'IA, tu as testé un peu des trucs, ça te donne des nouvelles idées L'IA, je lui ai demandé d'essayer de voir si elle trouve des filtres qui permettent de faire en sorte que j'achète mieux mes noms de domaine, c'est-à-dire que j'achète moins ceux que j'arriverai pas à revendre. Ça m'a rien trouvé de probable. L'IA, après, je m'en sers dans la vie de tous les jours. Ouais. Mais t'as pas de par rapport à ton expérience, non, t'as pas par rapport à mon activité aujourd'hui, j'utilise pas. Ouais. Je dis ça, mais moi, si j'ai besoin d'un truc à tester aujourd'hui, plutôt que de passer 1 heure ou 2 heures en PHP, je vais passer 5 minutes avec ChatGPT. Hein. Ouais. Et j'ai mon truc. Hein. L'ensemble des petits codes aujourd'hui, sans utiliser ceux qui permettent avec Claude et compagnie, des trucs un peu plus costauds, ils vont bien. Hein. Ouais. Enfin, ChatGPT, ça marche bien. Hein. Ouais. Même pour... je voulais faire des analyses de bourse et compagnie en temps réel, machin, les trucs qui sortent n'importe quoi. Hein. Ouais. Il va chercher des flux... Oui, après, on en voit de plus en plus. Ce qui est bien, c'est que voilà, aujourd'hui, tu as une idée, t'écris ton prompt, il marche pas, tu t'emmerdes même pas, tu copies l'erreur et dis ah bah ouais, t'as pas la bonne version de PHP, allez hop, je te modifie tout et ainsi de suite, quoi. Ouais, mais à l'époque, c'est du temps, quoi. Comment ? Bah avant, putain, c'est quoi cette merde encore, quoi. Non, mais c'est vrai. Ouais. Non, c'est cool, franchement. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience, tu vois. Non, mais je savais que ça allait tomber un jour ou l'autre, quoi. Donc je me suis dit bon bah ça sera la première et sûrement la dernière fois. Comparé à peut-être d'autres qui font ça parce qu'ils ont quelque chose à vendre. Parce qu'aujourd'hui, tu t'en fous. Tu vois, non, moi j'ai rien à vendre. T'as rien à vendre. J'ai que des noms de domaine et ça va pas être à ceux qui vont écouter le. Tu vois, donc je veux dire, parler de ça même, ça peut pas te pénaliser parce que voilà, c'est des choses. Non. Mais tu vois, c'est ce genre de choses où on en parlait avec le podcast avec Covani, c'est le fait de se rencontrer en vrai. Ouais. Donc là, on va finir le podcast, on va aller manger avec les amis, mais c'est ce genre de discussion qu'on a en privé, qui sont à haute valeur ajoutée, qui t'ajoutent de l'expérience et qui même moi personnellement... Ouais, après, moi, depuis que à la base, j'étais salarié, donc je travaillais dans l'armement ou au CNRS et compagnie pour faire du dimensionnement. J'ai rapidement vu que j'avais pas envie d'avoir de salariés, je veux bien m'associer avec quelqu'un que je connais pour tenter quelque chose, une nouvelle chose, si j'ai pas les compétences ou que j'ai pas envie, ou que je préfère être à deux pour quelque chose. Mais je me vois pas en mode employeur, parce que on est en France. Oui, mais après t'es quelqu'un de malin et t'as toujours réussi. Avec ce nombre d'années, à toujours trouver des trucs, des astuces qui... Ouais, mais dans les faits, j'en ai trouvé peu. Tu vois, ce dont on a parlé là, c'est sur 20 ans. Ouais. C'est énorme à l'échelle du web. Ouais, bah oui. C'est énorme. Et par contre, c'est vrai que j'ai eu 4-5 trucs qui marchaient en même temps. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus que 1 ou 2, même pas, 1,5, même pas. Ouais. Donc les trucs tombent. Ce que je fais avec les noms de domaine depuis l'achat-revente que je fais là, je dois le faire depuis 6-7 ans, il peut tomber du jour au lendemain. Ouais. Voilà. Je le sais, depuis que j'ai commencé, parce qu'il y a une data que j'utilise qui peut tomber du jour au lendemain. D'accord. Et que je suis aussi toujours le seul à utiliser. D'accord. La sélection des noms à acheter, elle est faite d'une manière... Où tu as une source de data. J'ai une source de data qui peut tomber. D'accord. Du jour au lendemain. Mais vraiment. Si cette source de data tombe, si cette source de data tombe, j'en ai une deuxième, une troisième, une quatrième, mais ça fera peut-être 10-15% de mon chiffre actuel. Je sais pas, hein, j'ai pas fait le calcul. Mais oui, il y aura 90% qui va tomber du jour au lendemain. Après, pour le moment, c'est là. Profite. Mais des sous de côté. Hein. Oui, c'est ça. C'est ce que je dis souvent. Hein. Les impôts à payer, donc il faut mettre des sous de côté. Ouais, c'est ça, c'est sûr.
C'est sûr. Bon, on va pas parler des choses qui fâchent. Les impôts, c'est... Non. Après, moi, de ce côté-là, j'ai une seule chose à dire, c'est que si vous êtes jeune, que vous démarrez, ou même plus âgé, que vous démarrez, que vous avez l'habitude de gagner 2-3 000 euros par mois, 4 000 euros par mois, dites-vous que avant de commencer, le jour où vous dépassez peut-être, je sais pas, 10 000, allez voir un avocat fiscaliste et expliquez-lui ce que vous faites pour que ne pas avoir le moins de soucis possible plus tard. D'accord. C'est pas quand vous gagnez 50 000 par mois qu'il faut, que vous avez gagné 50 000 par mois pendant 3 ou 4 ans, qu'il faut aller voir et qu'il y a un souci, qu'il faut aller voir l'avocat. Il faut aller le voir quand on commence à dépasser un certain chiffre avant. Et lui expliquer tout. Oui. Parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Parce que le jour où vous avez un contrôle, il va falloir expliquer ce que vous faites. Et la manière de voir de l'inspecteur, elle n'est pas la vôtre parce qu'il ne connaît pas votre métier. Donc si vous avez déjà parlé avec un avocat qui sont souvent des anciens inspecteurs, il pourra mettre en place des choses pour éviter d'avoir des gros problèmes plus tard. Okay. Quand vous faites 10 fois plus, quoi. Ok, ouais, bon conseil. Ouais, c'est vrai que quand on y pense ou quand on fait appel à eux, c'est trop tard. Faut pas y aller tout de suite parce que ça coûte un peu, parce qu'on n'a pas spécialement envie, parce qu'on n'y pense pas. Peut-être qu'il y a 5% de chance qu'on multiplie son chiffre par 10. Ça, c'est dans le cas où tu travailles, parce que toi, tu travailles beaucoup hors de France, c'est ça ? Je pense que c'est dans tous les cas. À partir du moment où on dépasse un certain chiffre, pour ne pas... Parce que même si on n'est qu'en France, je pense qu'il y a d'autres soucis qu'il peut y avoir. Je pense que ça vaut le coup de dépenser 2-3 000 euros, d'aller voir un mec 2-3 heures et puis lui expliquer et lui, il dira alors ça, surtout, faut faire comme ça, pas comme ça, et vous écoutez ce qu'il dit. D'accord. Si vous avez un peu plus d'argent, vous allez en voir 2 et puis vous confrontez ce qu'ils vous disent. Parce qu'il faut trouver la personne aussi qui comprend ce que tu fais. Et oui, mais l'inspecteur, en cas de contrôle, il va falloir lui faire comprendre. Oui, c'est vrai que l'inspecteur, il connaît pas plus que l'avocat. Il connaît pas. Lui, ce qu'il check, c'est des restaurants, c'est des sociétés qui vendent du matériel, qui achètent du matériel. C'est des choses qui sont tangibles. Le web, c'est pas tangible. Ouais. Le web, ils ont beaucoup de mal à comprendre. Là, par exemple, moi, je m'attends à avoir un nouveau contrôle. Bah déjà, parce que il est temps. Tous les 2-3 ans, c'est ça. Hein. Et surtout, j'ai multiplié par 2 mon chiffre d'affaires l'année dernière. Et ma rentabilité, elle a baissé de 30%. Et ça, à mon avis, ça ramène déclenche des alertes. Ouais, ça déclenche des alertes. Comment t'expliques ça ? Facture, ce genre de truc en fait. Ouais, alors que et là, moi, mon activité n'a pas bougé. Ouais. J'arrive pas à l'expliquer. Soit il y a une moins bonne sélection de ma part des noms de domaine, sachant que j'essaye d'optimiser cette sélection, j'essaye d'optimiser mon prix de vente, où les choses se retournent, il y a moins d'argent. Il y a moins d'argent. Après, moins d'argent partout. Je pense que j'ai 30-35% ou 40% de ventes aux États-Unis. J'ai 60% d'autres de ventes ailleurs. Mais au global, la rentabilité, elle a fortement baissé avec les mêmes formules magiques. Oui. Voire avec une amélioration des formules magiques. De ce que tu as amélioré. Donc, non, mais c'est le contexte. Hein, c'est un peu dans tous les secteurs hein, que c'est mais bon, tu doubles ton chiffre, tu t'attends à faire au moins autant, quoi. Ouais. 30% de moins en doublant. Parce que l'avocat fiscaliste, tu vois, enfin, j'ai pas bien compris, c'est que tu vas le voir avant, mais quel genre de solution il peut te mettre en place ? L'idée, c'est que tu vas le voir en lui disant, voilà, moi aujourd'hui, je mets tant, je fais tant, je voudrais que vous ayez un regard sur ma manière de faire. Est-ce que ça... Ma manière de faire, ma manière... Parce que le comptable... Le comptable, il compte, quoi. Oui, il fait de la saisie. L'expert comptable, moi, il m'alerte sur le fait, oui, vous n'avez pas mis les factures, machin, là-bas. Le client américain, il fournit pas de factures, donc je peux pas les mettre. Oui, c'est toujours l'avocat fiscaliste, peut-être qu'il va dire, eux, ils vous fournissent pas de facture, donc assurez-vous de garder ça de côté, de garder
Je sais pas, en fait. C'est pour n'importe... Dans tous les business, il y a des conseils, en fait. Oui, c'est ça. Dans chaque activité, tu as des cas différents. C'est plus pour, en cas de contrôle, on saura quoi dire. Ouais. Parce que en cas de contrôle, si tu fais 100 000 par an, en cas de contrôle, tu risques pas grand-chose. Si tu fais 10 millions par an, en cas de contrôle, tu perds ta maison, Parce qu'il faut pas croire, c'est pas parce que tu es en société que tu dois rien. En cas de mauvaise gestion, ils peuvent tout prendre. Si c'est faute avérée, parce qu'ils considèrent en plus que tu fais exprès, tu auras beaucoup mal à prouver que tu n'as pas fait exprès de faire quelque chose. C'est improuvable. Et oui. Il n'y a pas le droit à l'erreur en France ou en tout cas... Il y a le droit à l'erreur, sauf qu'en fait, si on considère que tu as fait exprès de faire quelque chose, tu veux te défendre comment ? Ouais, c'est ça. Sachant qu'en plus, moi, j'ai toujours des choses sur le vif qui datent d'il y a 10 ans, pratiquement. Ouais. Enfin, plus de 10 ans. Ouais, c'est que l'entrepreneur est toujours la tête dans le guidon pour son business, etc. Full, qui fait beaucoup d'heures. Et c'est vrai que des fois... on passe à côté. En fait, on n'a pas les alertes qu'il faut, en fait. Si on ne voit pas les bonnes personnes, on n'a pas les alertes. Okay. Du coup, c'est pas pour rien qu'un avocat fiscaliste, il prend de l'argent. Écoute, c'est qu'il est aussi là pour éviter d'en perdre. Il n'est pas là pour en faire gagner. Celui qui est là pour en faire gagner, faut se méfier. Enfin, moi aujourd'hui, j'essaye certainement pas d'en gagner. J'essaie déjà de pas en perdre. Et ça, c'est déjà pas facile. D'en perdre le moins possible. Moi, je vois ceux qui sont embêtés autour de moi avec le fisc. C'est des gens qui cherchent pas à truander. C'est des gens, par contre, qui ont des problèmes pour expliquer leur business Internet. Parce que, encore une fois, c'est pas un restaurant, c'est pas une boucherie, c'est pas un industriel qui produit de la pelouse synthétique avec un achat en Italie, une revente en France. Ça, c'est commun, en fait. Nous, on est sur des choses qui sont abstraites, qui n'existent pas, qui sont pas tangibles. Oui, et que tu peux difficilement, des fois, dans des cas... Donc déjà, rien que pour ça, expliquer ça à un inspecteur des impôts, c'est compliqué. Il faut avoir quelqu'un en face qui veuille faire l'effort de comprendre ce qui peut être le cas. Moi, le dernier qui est venu chez moi, il a fait un très grand effort pour comprendre ce que je fais. Non, mais c'est sûr que il faut y penser. C'est vrai qu'il ne faut pas être tout le temps la tête dans le guidon. Après, il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils splittent. Ils splittent, c'est-à-dire ils font en sorte d'avoir une société qui fait moins de temps de chiffre d'affaires. Et dès qu'il y en a une qui fait tant de chiffre d'affaires, ils en créent une autre pour faire autre chose, pour scinder, pour diviser, parce que tu divises le risque. Ou pas, parce que je pense qu'en cas de contrôle, tu peux te faire contrôler toutes tes boîtes. Oui, c'est ça. Moi j'ai pas d'holding, j'ai des sociétés séparées. Alors pour moi, je pense que tout est bon, mais on sait jamais. Mais on pense que tout est bon. Voilà, c'est ça. On est de bonne foi, mais effectivement. On pense que tout est bon. Mais je pense que c'est plus l'avocat fiscaliste qui peut dire si c'est bon ou potentiellement il pourrait y avoir un problème. Et oui, puisque c'est un ancien inspecteur des impôts généralement. Il aura les mêmes questions, il sait ce qui va être cherché. Il sait si ça va être de la TVA, si ça va être de la facture, il sait en fait typiquement ce qui va là où il peut y avoir potentiellement un problème. Ouais, mais c'est vrai qu'il faut jamais aller voir d'avocat fiscaliste, mais oui, c'est ça, effectivement, pour 2-3 000 €, si ça permet déjà de dormir tranquille et de voir que tout ce qu'on fait, déjà, c'est bien. Ça va pas, je peux pas les inventer, les factures, ils me fournissent pas, je peux pas les inventer. Mais au moins, le jour d'un contrôle, on n'aura pas de facture à présenter, mais on aura peut-être autre chose. Oui, t'as peut-être les mails que t'as envoyés, moi pareil, on utiliserait beaucoup Replicate et enfin on a toujours des soucis entre ce qu'ils prélèvent et ce qu'ils font les achats, etc. Alors c'est des petits montants, mais voilà, on a cette discussion, on a ces envois de mails où tu essaies de demander les infos et tu te dis ah non mais machin, on va regarder dès qu'on a le temps, jamais le temps, parce que c'est des services IA, enfin c'est des trucs utilisés par des millions de personnes maintenant et voilà. C'est quoi l'exemple? Replicate, voilà où en ce moment, là on est en train de faire le bilan et les factures qui nous prélèvent, alors déjà c'est la conversion euro-dollar, etc. Et c'est pas grand-chose, c'est quelques centaines d'euros, etc. Mais c'est plein de trucs où on n'arrive pas à retomber sur nos pieds. Ah oui. Et quand t'as un comptable qui est vraiment carré, etc., il dit bon, écoute.
Et j'ai dit, bah regardez, j'ai envoyé le mail, j'ai envoyé 3 fois, 4 fois, et puis voilà, quoi. Non, mais voilà, tu vois, c'est bien aussi d'échanger avec des entrepreneurs qui, comme toi, travaillent sur du web et qui ont des problématiques qui sont comme nous, mais effectivement, dans le grand public, c'est des trucs beaucoup plus... Ouais, t'achètes des stocks, etc. Là, c'est... Puis le contrôleur, voilà, tu vends un nom de domaine, j'ai envie de dire, le nom de domaine, tu peux le vendre 1 euro. Tu vois, comment tu vas lui expliquer qu'un nom de domaine, tu l'as vendu à 1000 et l'autre à 50 000? Il dit, mais un nom de domaine, monsieur, c'est une suite de caractères. Il y a déjà ça. Et le problème sur le nom de domaine, en fait, qui s'est posé, c'est qui vend quoi à qui? Qui vend quoi? C'est quoi? C'est quoi un nom de domaine? Ouais. C'est quoi? C'est une propriété? C'est un service? C'est quoi? Ouais. Déjà, faut arriver à qualifier ça. Ouais, c'est clair. Donc déjà, c'est 3 heures de discussion, au moins. Ouais. Et puis même à la fin, on n'est pas sûr du truc. Ouais. Parce que c'est une location, un nom de domaine. Oui, c'est une location. Oui, c'est vrai. C'est un droit. Ouais, c'est un droit d'usage, en fait. Voilà, c'est pas un morceau de viande, quoi. Et ouais, c'est ça. Compliqué à définir. Rien que niveau comptable, déjà, un comptable qui connaît pas, quand tu achètes un nom de domaine, est-ce que c'est un achat normal? Est-ce que c'est de la location? Tu vois, dans quelle classe de... Ouais. Là, moi, j'ai eu un souci là-dessus aussi. J'ai eu un souci. Et du coup, tu as la réponse? De quoi? Un nom de domaine, quand tu achètes un nom de domaine, dans quelle classe? C'est considéré comme quoi? C'est un achat? Je sais plus. C'est de la location? Une propriété. Non, c'est un droit d'usage ou une propriété. Ouais, ok. Je sais plus. Temporaire. Ok. C'est pas du service, en fait. Ouais. Ça dépend. Non, mais ça dépend de... C'est pas clair. Ouais. C'est pas très clair. Ouais. Oui, et puis après, c'est au bon vouloir de la compréhension aussi de la personne que tu as en face et de son expérience. Ça, tu as aussi un facteur aléatoire. Ok, c'est super intéressant. Tant mieux. Franchement, je pense que ça va être un épisode qui va faire beaucoup... Ah ouais? Ouais, je pense, parce que on a une communauté quand même qui est assez avancée. Il y a eu beaucoup de confs, il y a beaucoup de sujets qui sont répétitifs. Mais là, pour le coup, c'est ce qu'on a dit, il y a des choses, c'est du jamais vu. Donc, tu vois, c'est des choses... Tant mieux. J'ai pris sur moi, c'est sûrement la dernière fois, première et dernière. Ouais. Après, on fera des petites interventions, table ronde, etc. Oui, ça, je suis plus preneur. Voilà, c'est ça. Mais sur le grill, c'est première et dernière. Ouais, mais tu t'en es très bien sorti, en tout cas. Ça va cartonner. Donc, écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas à déposer des commentaires si vous avez des questions. C'est vrai que c'est des sujets là pour cette fois, je pense qu'on n'a jamais fait une interview avec des sujets aussi poussés techniquement, avec des techniques un petit peu jamais vues, mais voilà, c'est pour vous présenter un petit peu une autre façon de monétiser des choses sur le web, une autre façon de travailler, voilà, avec des choses qui changent un petit peu de l'habitude avec l'affiliation. Après, on revient un petit peu sur l'affiliation. Mais voilà, un grand merci à vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à déposer un commentaire. Et est-ce que tu veux dire quelque chose pour terminer? Non, ça va aller. Ouais. Bon, merci. Allez, on va aller retrouver les copains alors. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Ciao.